Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Média TV. Les 13 et 14 septembre dernier, une délégation parlementaire marocaine de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne s'est réunie avec des députés européens à Strasbourg, issus de différents groupes politiques, pour examiner le rapport sur la recommandation du Parlement européen à la Commission et à son vice-président. Les députés marocains se sont mobilisés contre les manœuvres des séparatistes en Europe, une véritable offensive auprès des institutions européennes parlementaires pour contrecarrer les manœuvres et les tentatives désespérées des adversaires du Maroc pour induire en erreur l'opinion publique européenne et introduire des amendements anti-Maroc en lien avec le dossier de notre intégrité territoriale. Et pour parler de la mission de cette délégation qui a également abordé avec les députés européens les moyens de renforcer le partenariat stratégique et donner un nouvel élan aux relations liant le Maroc et l'Union européenne, nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau Lahsen Haddad qui a mené cette délégation marocaine en sa fonction de président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. Monsieur Haddad, bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir. Je vous en prie, monsieur. Alors, quel était l'objectif principal de cette mission et quels sont les principaux dossiers qui ont été abordés durant cette réunion, qui n'est pas la première, qui ne sera pas la dernière, parce que vous tenez beaucoup de réunions par an? On tient beaucoup de réunions. On va au niveau du Parlement européen, à Bruxelles et également à Strasbourg. À Bruxelles, c'est le travail des commissions et au niveau de Strasbourg, c'est le travail de la plénière. Donc l'objectif essentiel, c'était des amendements qui ont été introduits par des députés européens qui concernent l'intégrité territoriale du Maroc, qui concernent également l'image du Maroc. Ce n'est pas la première fois qu'on introduit ce genre d'amendement. À chaque fois qu'il y a un sujet qui touche un petit peu de toutes les questions, que ce soit du voisinage, que ce soit la question des droits de l'homme, que ce soit la question des ressources naturelles, il y a bien sûr des amendements qui sont introduits. On est au 28e amendement qui a été introduit par cette sensibilité. Donc on y va chaque mois, presque 2 fois ou 3 fois, donc, pour travailler avec les députés européens, mais également pour contrecarrer les offensives des séparatistes dans ce sens-là. Et il y en a, parce que pas plus tard que le mois de juillet, ils ont essayé d'introduire des amendements et ils ont été rejetés et ils sont revenus à la charge. Donc, ils sont véritablement tenaces. Donc, oui, bien sûr, ils sont persistants, ils sont tenaces. Nous sommes également persistants et tenaces. Nous sommes là pour veiller à ce que l'image du Maroc soit préservée, également pour veiller à ce que les intérêts du Maroc soient préservés. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet, ils ont introduit ces amendements au niveau de la Commission. Donc, on a travaillé avec les membres de la Commission. Donc, il y avait une majorité qui s'est dégagée contre ces amendements, que ce soit de la PPE, du PPE, qui est le Parti populaire, que ce soit également des sociodémocrates, qui est les socialistes, que ce soit également du Renew Europe, qui sont des libéraux de centre, etc. Et même des éléments de la gauche unifiée, quelques éléments, et des Verts, qui ont été tous mobilisés contre les amendements qui sont introduits au niveau de la Commission des Affaires étrangères. Mais il y a une possibilité au niveau du Parlement européen de réintroduire ces amendements au niveau de la plénière. Donc ils étaient rejetés au niveau de la Commission, donc ils ont réintroduit au niveau de la plénière. Et c'est pour cela qu'on était mobilisés pour travailler avec nos partenaires, pour travailler avec nos amis, les amis du Maroc, et également avec toutes les sensibilités au niveau du Parlement européen. Un mot sur ces amendements qu'ils ont essayé d'introduire. Écoutez, il y a des amendements, par exemple, qui parlent du fait que le Maroc exploite les ressources naturelles au niveau du Sahara. Donc, il y a également des amalgames qu'on fait entre le Maroc et d'autres pays. Il y a également des amendements qui parlent des droits de l'homme au niveau du Sahara, commis par le Maroc, etc. Alors, ce qu'on essaie d'expliquer à nos amis qui sont du centre, de la gauche également de la droite, que le Maroc a fait des progrès qui sont essentiels, qui sont très importants, que ce qui se passe au niveau du Sahara, il y a pas mal de progrès en matière des droits de l'homme, que le Maroc a fait quand même. Il y a un travail qui se fait, que ce soit au niveau de la présence du Conseil national, que le Maroc également s'engage à faire, par exemple, des investigations là où il y a des dépassements, mais que les dépassements qui se passent, par exemple, au niveau de l'Aïn ou de Dakhla ne sont pas différents de ce qui se fait au niveau de Oujda, au niveau de Nador. Il y a des dépassements qui sont là et là, mais ce sont des dépassements qui sont isolés. Il y a des
des investigations qui se font, il y a des rapports qui se font également, il y a tout un encadrement qui se fait de la police par rapport à la question des droits de l'homme. Donc il y a une dynamique qui s'est déclenchée depuis des années au niveau du Maroc. Et donc le Maroc est dans une approche beaucoup plus positive à la question des droits de l'homme. Mais ce qu'on reproche à ces amendements, c'est qu'on ne parle pas de la situation qui est catastrophique des droits de l'homme au niveau, par exemple, des camps de Tindouf. Camps de Tindouf, l'Algérie et le Polisario refusent depuis maintenant des années les appels du Conseil de sécurité, les appels également de l'HCR par rapport à l'identification et le recensement des supposés réfugiés qui sont là. Ce sont des Marocains qui sont séquestrés dans ces camps-là. Ça, c'est la première des choses. L'autre violation des droits, c'est la violation du statut de réfugié, parce que l'Algérie considère les Marocains qui sont séquestrés à Tindouf comme des réfugiés, mais elle n'applique pas la Convention de 1951 à ces personnes-là. Il y a également la question de l'aide humanitaire qui a été détournée, ça a été relevé par l'OLAF au niveau de l'Union européenne, etc. Il n'y a pas eu d'investigation dans ce sens-là. Donc il y a un peu de poids de mesure par rapport à cette question-là. Donc j'aimerais bien me réunir avec les députés de la gauche unifiée européenne et quelques députés également qui introduisent ce genre d'amendement et de leur expliquer, voilà, écoutez, si on veut parler des droits de l'homme, on parle des droits de l'homme au niveau du Maroc, au niveau du Sahara marocain, on parle également au niveau du Tindouf, au niveau de l'Algérie. Comme ça, on peut avoir une idée très, c'est-à-dire équilibrée, mais également objective de ce qui se passe sur le... C'est important parce qu'il y a des sujets sur lesquels vous-même, parlementaire, vous interpellez le gouvernement dans le cadre de votre mission de parlementaire. Voilà. Ces questions-là, donc il n'y a rien de... Non, on n'est pas là, on est là pour dire, écoutez, le Maroc, bien sûr, ce n'est pas la Norvège, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Espagne, mais le Maroc a fait des progrès qui sont importants. En question, par exemple, des violations des droits de l'homme qui étaient systématiques, on a fait quand même le regard dans le passé. Il y avait l'instance d'équité et réconciliation. On a regardé ce qu'il y a regardé. On a dit voilà la réconciliation qu'il faut avoir. Et il y a tout un processus qui a été commencé. Ce processus-là, on le vit toujours. Donc il y a des instances qui ont été mises en place. Il y a bien sûr l'action de la société civile. Il y a l'opinion publique. Il y a les médias qui jouent leur rôle. Donc il y a également les changements qui ont été faits au niveau de la justice et au niveau du parquet. Donc tout cela, c'est un travail très important qui dit que le Maroc est en train de progresser par rapport à la question des droits de l'homme. Donc c'est ça ce qu'on essaie d'expliquer. Et nous, les parlementaires, c'est ce qu'on leur dit, nous, les parlementaires, au niveau des parlements au Maroc, on essaie également d'interpeller le gouvernement, que ce soit dans les commissions, que ce soit dans par rapport à ce genre de questions. Par rapport à cette mission en particulier, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez réussi à convaincre les députés que vous avez rencontrés? Vous avez dû tenir une trentaine de réunions? On a tenu presque, on a rencontré 21 personnes de toutes les sensibilités, de toutes les nationalités, les Espagnols, des Français, des Belges, des Italiens, des Allemands, des Polonais, des Tchèques, des Bulgares, etc. Et ce qu'on a fait, c'est on a travaillé pour dire, écoutez, on ne peut pas venir, par exemple, à la dernière minute et introduire des amendements qui mettent en question tout le progrès qui a été fait par le Maroc, que ce soit en matière des droits de l'homme, que ce soit également en matière d'utilisation des ressources. S'ils veulent parler des ressources naturelles, qu'on en parle. Qu'investit le Maroc, par exemple, dans le Sahara, qu'est-ce qu'il récolte. Le rapport qui a été fait par le secrétaire général des Nations Unies, le député du secrétaire général par rapport à l'exploitation des ressources naturelles, l'investissement qui se fait par le Maroc, également le modèle de développement qui a été initié par Sa Majesté depuis maintenant 7 ans ou 8 ans et qui donne ses résultats. Donc regardons toute la situation là et regardons également les rapports qui ont été faits par la Commission européenne qui dit que la population locale bénéficie de l'aide européenne, bénéficie également des investissements européens. Donc c'est ce travail-là qu'on doit faire et qu'on a fait avec nos amis et avec également tous les députés. On aimerait bien travailler également avec les gens qui introduisent ces amendements pour leur expliquer ce genre de choses. On n'a pas réussi jusqu'à maintenant, mais de toutes les manières, ce qui a été fait, c'est que plus de 600 de députés ont voté contre ces amendements. Il n'y a que quelques-uns, quelques dizaines. Donc, mission accomplie. C'est une mission accomplie. Oui. C'est une mission accomplie. Moi, je ne veux pas crier victoire parce que c'est un travail continu que vous faites. C'est un travail continu, c'est un travail qui se fait à chaque fois. Il y a toujours... Justement, maintenant, cette diplomatie-là, cette diplomatie parlementaire qui est très, 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 très importante et qui vient appuyer la diplomatie marocaine classique, est-ce qu'il y a un travail de coordination avec le ministère des Affaires étrangères autour de sujets, enfin, autour de tous les sujets, c'est tout souvent
des sujets centraux, comme ceux de l'intégrité territoriale ou autres de la coopération avec l'Union européenne. Comment ça se fait? Non, c'est très important la coordination. La coordination se fait d'une façon régulière, quotidienne. De toutes les manières, pour moi, en tant que président de cette commission, c'est les affaires étrangères qui mènent le jeu. Donc, le leadership, c'est aux affaires étrangères, bien sûr, sous le leadership de Sa Majesté. C'est ça la diplomatie. Donc, nous, on s'incruste dans cette dynamique-là qui est créée par le ministère des Affaires étrangères. Mais bien sûr, nous, en tant que parlementaires, c'est une diplomatie qui est parallèle. Il y a bien sûr des paramètres sur lesquels tout le monde est d'accord et qui sont les fondamentaux, par exemple, du Maroc, qui sont un peu les lignes directrices de tout travail diplomatique, que ce soit officiel, que ce soit parallèle. Mais nous, on a plus de latitude en matière, par exemple, de parler en tant que parlementaire, quel est le travail qu'on fait, quelles sont les critiques qu'on fait du gouvernement, quelles sont les interpellations qu'on fait, etc. Donc, il y a une marge de manœuvre qui existe chez nous, mais nous sommes autonomes dans la prise de décision, comment on fait les choses, mais on le fait en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, mais avec une ligne éditoriale qui est bien sûr les intérêts suprêmes de l'État marocain. Donc, il faut être aussi des relais, un pont, parce qu'il vous arrive de transmettre des sujets, des questionnements, des interrogations. Bien sûr, il y a beaucoup d'interrogations, c'est-à-dire il n'y a pas juste ce débat-là, il n'y a pas juste ce travail qui est un peu le travail de pompier qu'on fait pour aller voir à l'encontre, par exemple, des positions contre le Maroc, mais il y a un travail de fond qu'on est en train de faire. Il y a des binômes au niveau de la Commission, on travaille sur des questions fondamentales. Absolument. Avant de passer, parce qu'il y a d'autres volets que vous abordez avec les députés européens, on va rester sur le dossier du Sahara marocain et l'offensive diplomatique marocaine qui vient de remporter une nouvelle victoire avec le Kenya, qui a révoqué sa reconnaissance de la pseudo-RASD. Ce n'est pas n'importe quel pays. D'Afrique australe, ce qui était une zone de résistance. Est-ce que vous pensez que c'est le début c'est un petit séisme géopolitique et que cette zone de résistance va commencer à se fissurer? Moi, je le pense. Parce que d'abord, je me rappelle d'avoir mené une mission en Angola, quand j'étais ministre. Et puis, j'ai eu une réunion avec le ministre des Affaires étrangères. Et puis, il y a toute une méconnaissance de la réalité sur le terrain, même la réalité géographique. Même le fait, pour lui, la race existe physiquement en tant qu'État, alors que c'est juste une conception fantomatique qui existe dans les contes de Tindouf. Donc, tout ce travail-là doit se faire et il se fait. Et je pense qu'il y a un travail de longue haleine qui a été fait avec le gouvernement kenyan, avec le président qui vient d'être élu, et c'est bien que c'est en train de donner ses fruits. Et je pense que le fait que le Kenya, maintenant, révoque sa reconnaissance de la race, je pense que c'est un bon début. Il y a tout un travail à faire au niveau de l'Éthiopie. Les relations commencent à donner beaucoup plus de résultats. Il y a un investissement marocain, il y a une présence marocaine qui est très importante. Je pense qu'également avec la Tanzanie, avec laquelle il y a un travail qui a été fait, le Rwanda, par exemple, et puis plus tard, peut-être au moyen terme, c'est l'Ouganda, c'est également d'autres pays qui sont très importants dans cette région-là, avant bien sûr d'arriver à un travail qui doit être important à faire au niveau de l'Afrique du Sud et avec les pays qui sont lusophones, parce que les pays lusophones sont très importants. Donc je pense qu'il y a un travail qui a été commencé avec l'Angola à un moment, parce qu'il y avait l'unité dans le gouvernement, donc peut-être qu'on peut aller dans ce sens-là et essayer de voir. Mais je pense que le travail qui se fait par les affaires étrangères, sous le leadership de Sa Majesté, c'est un travail qui commence à donner des fruits. Oui. Et bon, on l'a vu, toutes ces dernières années, il y a beaucoup de victoires diplomatiques, tous les consulats qui sont ouverts à Dakhla ou à Laayoune. Mais comment faire justement pour sécuriser et pérenniser ces victoires? Écoutez, c'est un travail de longue haleine, ce n'est pas gagné d'avance. Même quand il y a par exemple un retrait de reconnaissance, il faut faire le travail qui va avec, il faut cultiver les relations diplomatiques plus fortement. Également, l'économie, elle est importante. Bien sûr, on peut voir
Des fois, il y a des réticences ici et là parce qu'il y a quelqu'un de la gauche qui est monté, etc. Donc, on peut voir ça. Donc, il faut sécuriser par plus de relations diplomatiques. Il faut que les membres du gouvernement se déplacent le plus souvent, par exemple, dans ce genre de pays. Il faut qu'il y ait des investisseurs et des forums économiques partagés avec ces pays pour aller de l'avant. Il faut qu'il y ait des consulats au niveau des provinces du Sud. Et il faut également qu'on s'intéresse à ces pays, à leur culture, également à leur économie, comment on peut voir avec les ambassadeurs quels sont les besoins qui existent dans ces pays-là et puis aller de l'avant dans ces termes-là. C'est comme ça qu'on peut gagner, faire également des gains importants au niveau de l'Amérique latine comme on le fait au niveau de l'Afrique. C'est très important pour les pays africains, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Ouest, si on arrive à convaincre un maximum, c'est très important. L'objectif devrait être, est-ce que vous pensez que dans les prochaines années, on l'espère ou peut-être moins, d'expulser le Polisario, cette pseudo-république de l'Union africaine, c'est important, depuis que le Maroc a regagné sa famille en 2017. C'est la seule entité régionale, organisation régionale, où il y a un pays qui n'existe pas. Donc c'est une aberration depuis le début. Donc je pense qu'il y a maintenant pas mal, il y a une majorité de pays qui pensent que l'existence de la race au niveau de l'Union africaine, c'est une aberration, il faut qu'elle n'existe, il faut mettre fin à ça. Mais je pense avec beaucoup plus de reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara, je pense qu'on va y arriver. C'est un travail de longue haleine. Les ennemis de l'intégrité territoriale ne sont pas contents, ils sont en train de s'agiter, bien sûr ils vont intervenir, ils vont utiliser tous les moyens, on le sait, mais je pense que, étant donné, si vous voulez, la justice de notre cause nationale, je pense qu'on va y arriver. Alors, dans cette mission où vous avez fait ce plaidoyer pour la cause nationale, il n'y avait pas que ça, parce que vous avez eu d'autres débats d'autres sujets aussi importants, comme les échanges, comme la relation du Maroc avec l'Union européenne, et comment promouvoir la politique européenne de voisinage et puis la développer. Quels sont pour vous aujourd'hui, Hassan Haddad, les principaux secteurs ou niches porteurs pour ce développement commun? Écoutez, un nouveau modèle de bon voisinage entre l'Europe et la rive sud de Méditerranée, elle est importante. Et je pense qu'il faut aller dans une nouvelle vision de cette approche-là. Elle doit être vertueuse beaucoup plus que sécuritaire purement, dans le sens où il faut intégrer des espaces comme le Sahel, l'Afrique du Nord avec la Méditerranée et l'Europe dans une seule vision, une vision où on fait un peu le développement. On fait plus de développement qu'on le fait maintenant, surtout au niveau de Sahel. Il faut travailler ensemble pour avoir une migration qui est une migration intelligente. Il faut également démanteler tous ces réseaux de migration illégale, etc. Mais il faut également travailler sur l'investissement dans des choses qui sont d'ordre stratégique pour cette région. Il y a la question de l'eau, il y a la question de l'énergie renouvelable, il y a la question d'investissement, par exemple, dans des domaines qui sont importants pour ces régions-là, qui sont l'industrie, qui sont l'agriculture, etc. Il y a toute cette question de l'hydrogène vert qui est important pour la région. Donc, il y a tout un travail à faire dans ce sens-là, avec une vision comme quoi cette région-là n'est pas source de problèmes, le Sahel, l'Afrique du Nord et la Méditerranée, de migration illégale, mais elle peut également être une source d'opportunités importante. Et cela, ça ne peut être que dans le cadre d'une vision intégrée de ces espaces-là, avec une vision commune, comment les développer. Bien sûr, l'Europe a besoin de main-d'œuvre, on peut travailler sur ce genre de choses. On a besoin d'investissement, on a besoin d'investir ensemble les pays du Nord et les pays du Sud dans le Sahel, pour venir à bout des défis importants qui sont dans cette région-là. Donc c'est ça, c'est dans cette globalité-là qu'on est en train de travailler sur des thématiques bien déterminées, la migration, bien sûr la question des droits de l'homme, bien sûr la question de la femme, bien sûr les aspects sécuritaires, bien sûr la question de l'énergie, surtout en ce moment-là, avec le défi énergétique. Donc tout cela dans un cadre bien intégré. Et je pense que le gouvernement
gouvernements avec la Commission européenne sont en train de travailler sur ces sujets d'une autre façon, mais pour nous, parlementaires, que ce soit au niveau du Maroc ou au niveau de l'Europe, nous sommes en train de plaidoyer et d'émettre des recommandations aux décideurs pour les prendre dans ce sens-là. Est-ce que vous avez senti que les députés européens sont en train d'intégrer que la donne a changé, que la position du Maroc a changé et que cette relation de partenariat doit être beaucoup plus équitable? Le Maroc aujourd'hui est leader. Le projet gazoduc avec le Nigeria, il a des effets intégrateurs, non seulement pour le Maroc et le Nigeria en termes d'électricité, d'énergie, mais peut-être aussi pour l'Europe avec la crise ukrainienne et tout. Est-ce que vous sentez ou est-ce qu'ils sont encore non, je pense que pour la plupart des députés européens, cette question de revenir toujours sur le Sahara, l'intégrité territoriale du Maroc, etc., ça les dérange. Pour eux, c'est acquis, le Maroc, il est là, il est en train de développer le Sahara, donc il faut aller de l'avant dans ce sens-là. Bien sûr, on a à chaque fois des amendements, les députés européens sont libres d'introduire les amendements, donc bien sûr, on va là-bas pour faire le plaidoyer, pour les enlever, etc. Mais ce qui les intéresse, ce sont les questions que vous avez citées, c'est-à-dire les questions, maintenant, la sécurité énergétique, elle est très importante, la sécurité alimentaire, elle est très importante. La question, par exemple, de ces espaces partagés qui sont des espaces maritimes, elle est importante. Par exemple, les questions vitales pour l'Europe et également pour l'Afrique du Nord, que ce soit la Libye, que ce soit le Sahel, que ce soit l'Est de la Méditerranée, également protéger cette Méditerranée pour qu'elle soit source, si vous voulez, de prospérité, est très importante pour les députés européens. Et également les grandes questions qui sont l'emploi de la jeunesse, qui sont également les questions des droits de l'homme, les questions des droits de la femme, les minorités, etc. Donc ce sont des sujets très, très, très importants. Et je pense que la plupart des Européens, même ceux qui sont peut-être un peu opposés à l'intégrité territoriale du Maroc, ils pensent que le Maroc joue un rôle très important et peut jouer un rôle important. Le Maroc a démontré que c'est un joueur important pour l'intégration de ces espaces-là dans le cadre d'une seule vision, mais il est important également pour un point d'entrée pour l'Afrique de l'Ouest et pour tous les Européens. L'Afrique, c'est l'avenir. Oui. Et dernier point avant de finir cet entretien, qui est important aussi parce que la diplomatie parallèle a montré son importance, la diplomatie parlementaire. Et vous partez avec une équipe. Vous êtes le président de la commission mixte Maroc-Union européenne. Mais il y a aussi une relève, il y a aussi une formation, parce que c'est très important. Cette diplomatie-là, parallèle, a montré sa force, et même le soft power, la diplomatie d'autres ordres. C'est une émission que vous êtes... Oui, on est parti d'abord, moi je suis parti du fait qu'il faut avoir le consensus politique au niveau du Parlement marocain. C'est-à-dire que c'est une question de la majorité et de l'opposition. Tout le monde doit être représenté pour aller de l'avant, soutenir et également défendre les intérêts du Maroc. Donc ça, c'est important. Donc ce consensus, il est maintenu, il est important. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut être dans l'institutionnalisation. Il faut constituer les équipes et ce sont des relèves. Donc il y a avec nous des parlementaires qui sont jeunes, il y a des parlementaires qui sont nouvellement élus, il y a des parlementaires qui ont beaucoup d'expérience. Et donc ce mix-là, il est important parce que ça veut dire qu'on est dans l'encadrement, on est dans la formation, on est dans la mobilisation. Et on peut dire maintenant que la commission mixte, c'est une commission qui a un nouveau sang. Il a également de nouvelles approches, c'est important. Il y a également une relève qui se prépare. Et puis, on va l'institutionnaliser en mettant beaucoup plus de ressources d'experts avec cette commission pour faire le travail dans l'avenir. Et qui est efficace, qui montre son efficacité. Est-ce que vous connaissez la date de la prochaine réunion? On a une prochaine réunion le 28, parce que le 28 septembre, on sera à Bruxelles, parce qu'on organise un débat autour de deux thèmes qui sont importants, qui sont les chaînes de valeur agricole et également les énergies renouvelables, et avec le secteur privé marocain et le secteur privé européen. Donc, on est dans des sujets qui sont très importants, aussi bien pour l'Europe que pour le Maroc. Donc on va pour l'intégrité territoriale, pour les intérêts majeurs du Maroc, mais on va également pour travailler sur les intérêts communs qui existent entre l'Europe et le Maroc. Merci beaucoup, Lassane Haddad, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes, entre autres, président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. Merci, monsieur. C'est moi. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.